Lille-OM, l'avant-match de cette nouvelle rencontre, comme on l'a dit, déjà, encore une fois, décisive. Ça va pas être la même que contre Angers à domicile. Il va falloir un Non. petit peu hausser le niveau. On va démarrer tout de suite avec les groupes qui seront disponibles a priori, puisqu'il n'y a pas eu encore les conférences de presse, n'est-ce pas, Axel? Ah non, ça sera que demain pour Ça les sera que conférences. demain. Alors, tu as déjà quelques indications sur les groupes qui devraient y avoir, c'est ça? Ouais, on a quelques pistes. Bon, du Allez. côté de l'OM, toujours un peu les mêmes absents. Unai Harit, ça c'est du classique. Gigot, qui a repris l'entraînement là dans la semaine. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il peut être titulaire? Est-ce qu'il est assez en forme pour jouer? On ne Mhm. sait pas trop. Bon, déjà, s'il revient, c'est déjà pas mal. J'ai pas mis Alexis Sanchez parce que pour moi, il est dispo. Bon, il était un peu touché sur ces derniers temps ischio-jambier. Mais bon, je pense qu'il sera là sans trop de soucis en tout cas. D'accord. Et du côté de Lille, par contre, pas mal d'absents pour nous, de belles choses. Fonte et Alexandro, les deux défenseurs centraux titulaires indiscutables ces derniers temps, sont tous les deux suspendus pour le même match. Donc ça, c'est vraiment un gros coup dur pour Lille. Fonte qui est un taulier depuis longtemps à Lille et Alexandro qui a remplacé Thiago Diallo qui est blessé de longue date maintenant. Mhm. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut déséquilibrer Lille sur le plan défensif. Et ensuite, il y a une incertitude, c'est Zegrova. Voilà, il est blessé depuis une semaine. Il n'était pas là à Monaco. Donc j'ai mis incertain, je ne sais pas. En fait, s'il sera là, il ne sera pas là, on ne sait pas D'accord. trop. Il y a une incertitude à ce niveau-là. Ok. Qui est quand Ok. même un joueur important pour eux ces derniers temps, parce que c'est plutôt un titulaire. D'accord, ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles pour nous, ça Non, d'avoir ça, c'est pas de on a nouvelle. des groupes, un groupe de Lille assez diminué en défense, du coup. C'est pas mal. Ah oui, oui, oui. C'est pas mal. Alors, je vais vous montrer quelque chose et on va démarrer de suite cet avant-match. Je vais vous montrer, évidemment, le classement, puisque vous le voyez, la troisième place, on peut se dire que ça y est, là, elle est assurée. Il reste trois matchs. On a 8 points d'avance sur Monaco, donc un seul petit point nous suffira en trois matchs. On peut se dire que la troisième place est acquise sans trop prendre de risques. Euh, Maintenant, la question que l'on se pose, c'est que est-ce qu'on tente le tout pour le tout à Lille? Est-ce qu'on aligne une équipe qui est hyper offensive comme face à Angers? Ou est-ce qu'on choisit de garder un certain équilibre de jeu puisque voilà, notre adversaire sera quand même coriace. Voilà, c'est la question que je vous pose pour démarrer cet avant-match. Romain, donne-nous ton avis sur ça. Qu'est-ce que tu ferais? Alors, pas autant que contre Angers, Ouais. je dirais. Il faut un peu plus d'équilibre parce que quand même, Lille n'a pas perdu de match en Ligue 1 chez eux depuis le 31 août. Donc, ça fait 17 matchs d'affilée qu'ils n'ont... Ah oui. Voilà, alors ils ont fait des matchs nuls, ils ont gagné entre-temps aussi. Mais voilà, c'est une équipe qui est très très forte chez eux. Ils sont, il me semble, Depuis Troisième, août, je c'est pense. énorme hein, quand même. quatrième équipe à domicile, ouais. Donc ouais, je revois un petit peu mon pronostic quand tu m'avais demandé si j'étais confiant à la dernière émission. Donc j'ai travaillé un peu les stats de Lille et je le suis un peu moins, on va dire. D'accord. Donc attention, ouais, je préférais un peu plus d'équilibre, même si voilà, je veux qu'on gagne, on doit gagner là-bas. Ouais, Mais voilà, je remettrai peut-être Rongier au cœur du jeu. Enfin voilà, une défense un peu plus classique d'accord. et avec des joueurs un peu plus à leur place. Voilà. D'accord. C'est vrai que sur leur dernier match à domicile, sur le 1, 2, 3, sur leurs quatre derniers matchs à domicile, on voit à l'écran, il y a trois victoires face à Ajaccio, Montpellier et Lorient, et un match nul face à Monaco. Thomas, qu'est-ce que tu ferais? Toi, tu jouerais l'offensive à fond ou tu serais un peu plus prudent comme le serait Romain? Je serais même carrément prudent, voire même une équipe assez équilibrée. D'accord? Je veux pas forcément une équipe trop offensive, en tout cas au départ du match, parce que il faut faire attention à cette équipe de Lille chez elle. Ouais. Comme l'a dit Romain, ils ont perdu que deux matchs à la maison et c'était en début de championnat. Eh oui. Troisième journée contre Paris, ils ont perdu 7-1. Et cinquième journée, ils ont perdu 2-1 contre Nice. Voilà. Sinon, après, ils ont gagné ou fait quelques matchs nuls. Ils ont gagné par exemple Lens à la maison, ils ont fait match nul contre Rennes. Voilà, donc c'est une équipe qui a battu des équipes qu'elle devait battre. Et par contre, effectivement, elle a peut-être pas super surperformé
contre des équipes un peu plus fortes. Bon, nous, je pense qu'on est une équipe plus forte qu'eux, évidemment. Donc, je suis quand même confiant par rapport à ça. Mais voilà, attention, c'est une belle équipe qui sait jouer au foot, qui a des vrais principes de jeu. Donc, ça sera pas simple. Ouais, clairement. Bah, je suis plutôt d'accord avec vous. Pour moi, il vaut mieux conserver les mêmes principes, on va dire, que d'habitude à l'extérieur. Ça nous a réussi jusqu'à maintenant. On a fait de bons matchs. Encore à Lens, il y a 15 jours, notre match, il était beau quand même. On peut pas dire le contraire. Jouer l'offensive à tout va, moi, ça me ferait un petit peu peur. Déjà parce qu'on n'est pas assez solide derrière. Et puis derrière, voilà, une contre-attaque et c'est fini, quoi. On voit comment ça se passe déjà à domicile. J'ai pas envie que ce soit la même à l'extérieur. Donc je dirais non. Soyons sûrs de nous, gardons nos principes de jeu, et ça devrait le faire comme ça. Pas la peine de réinventer la poudre, quoi. Après, pour moi, il faut tout tenter quand même. Non, mais il faut tout tenter, mais bien sûr, mais faut pas non plus y aller la fleur au fusil, c'est ça que je veux dire. Le match nul ne serait pas du tout un bon résultat par rapport à la deuxième place, parce que au final, la 3e place, elle est assurée. Et ça va quand même être un changement par rapport au match précédent, c'est-à-dire que là, vraiment, il faut qu'on gagne, obligatoirement. Donc, je ne serais pas étonné quand même de voir quand même pas mal de prises de risques, quitte à ce que on se fasse sanctionner. Mais c'est le jeu après. Je pense que je préfère tout tenter, quitte à perdre, plutôt que faire match nul. Ouais. Ben on va voir un petit peu comment on va l'aborder ce match, parce que c'est vrai que Tim Malone, comme il le dit dans le chat, vous le voyez à l'écran, être ultra offensif serait trop dangereux car Lille sont forts en contre, et nous, on se prend justement souvent des buts en contre. On va parler des points forts et des points faibles de cette équipe lilloise. Le contre, clairement, ça fait partie de leurs armes, Thomas ? Mais en tout cas, la transition rapide, ils sont plutôt efficaces là-dedans. C'est-à-dire que ils ont des joueurs qui se projettent bien. Je pense évidemment à Jonathan David. Je pense aussi à un garçon comme Cabella, qu'on connaît et qui fait une super saison, la meilleure saison de sa carrière et de loin. Robin qui lève les bras au ciel, ça c'est la petite blague. On a le président du fan club de Rémi Cabella. Bien sûr. Non, mais voilà, après, il fait une vraie bonne saison. Donc voilà. Bon, offensivement, ils sont très intéressants. En plus, historiquement, je veux dire, on a toujours eu du mal chez eux. Ouais, c'est vrai. J'ai souvenir de matchs où on se faisait vraiment bien avoir là-bas. Donc, non. C'est une équipe, en tout cas, qui va se projeter vers l'avant et qui sera très dangereuse. Axel, qu'est-ce que tu penses de ces Lillois? Est-ce que tu es d'accord avec Thomas sur les points forts et peut-être que tu as déjà en tête des points faibles sur cette équipe lilloise? Les points forts, oui, ils jouent en contre, mais ils aiment aussi pas mal avoir le ballon. Ils savent bien jouer avec la possession, les jeux sur les côtés, voilà, les attaques placées. Ça aussi, ils sont plutôt pas mal. Je trouve que ça peut être une équipe au final qui nous correspond bien, parce qu'ils aiment avoir le ballon. Nous, on aime l'avoir, mais si on peut le laisser un minimum, c'est pas trop mal non plus. On peut jouer en transition. Derrière, ils sont quand même un peu fragiles, un peu balourds. Je trouve qu'ils laissent des espaces derrière. Voilà, moi je suis dans l'optique être équilibré, essayer de bien les bloquer, de jouer les coups à fond en contre, parce que derrière c'est fragile. Attention devant, ils ont de grosses individualités. Cabella, Jonathan David, ça combine bien. Beaucoup de buts, pas mal de passes d'ess. Voilà. Il va falloir être clinique un petit peu offensivement, ce qui n'est pas notre cas, et ce qui n'est pas le cas de Lille aussi. C'est une équipe qui attaque fort, qui rate beaucoup d'occasions un peu, qui nous ressemble un peu sur certains points. Oui, j'ai vu passer dans les articles de presse que c'était dans les journaux du Nord, en tout cas, ils disaient que la réussite serait la clé de ce match pour Lille-OM. Donc ils ont des problèmes aussi Enfin, la réussite, pardon, de finition. La finition, voilà, exactement, serait la clé. Je vous mets les compos face à Monaco, la compo des Lillois, qui est ici. Hop, voilà, vous le voyez. Ils ont l'habitude de jouer donc en 4-2-3-1, avec, comme tu le disais, leurs deux défenseurs centraux qui seront absents, a priori, puis Ismaël Diakité, André Gomes, en deux joueurs, Bamba, Cabella, Wea et David. Ils ont quand même de sacrés atouts offensifs, moi je trouve. Romain, qu'est-ce que tu penses de cette équipe lilloise? Alors moi j'ai regardé une grosse partie du match contre Monaco. C'est vrai que je rejoins Axel, je trouve que défensivement ils sont un peu lents. Donc je suis curieux de voir
par qui ils vont remplacer cette défense centrale. Et offensivement, ouais, c'est vrai qu'ils ont beaucoup loupé contre Monaco. C'est un match qu'ils auraient dû gagner parce qu'ils ont vendangé un nombre d'occasions incroyables, notamment dans leur dernier choix en fait. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'individualité, mais c'est même au sens propre du terme, c'est-à-dire que je pense qu'ils des fois ils oublient un peu de jouer collectivement. Donc ouais, attention, hein, on a du coup devant leur attaquant David là, qui a marqué 21 buts, Cabella qui a 7 buts et 9 passes décisives, qui fait une de ses meilleures saisons depuis la saison 2013-2014. C'est un joueur qui est assez décisif, c'est le premier joueur en nombre de passes clés en Ligue 1. Voilà, à chaque fois qu'il marque et qu'il fait une passe décisive, Lille gagne, donc attention à cette stat. Voilà, donc c'est vrai que c'est une équipe qui nous ressemble sur le papier. C'est-à-dire que voilà, défensivement, c'est pas incroyable. Et offensivement, voilà, il y a des loupés. Donc voilà. D'accord. Peut-être gare au match nul. Gare au match nul, effectivement. Je voulais chercher la fiche de Rémi Cabella sur Internet. C'est vrai que... Alors, je sais pas si ça sera vraiment lisible. Vous voyez ces statistiques sur la droite. Je vais essayer de vous les mettre en grand. Tac, tac, tac. C'est où? C'est là. Voilà, statistiques. Ça, c'est sitemap que vous avez, qui est assez complète. Il est un peu partout sur le terrain, Cabella. C'est étonnant, même, d'ailleurs. Parce que d'habitude, il se concentre plutôt sur un côté, je trouve. Donc, ouais, 7 buts. 8 expected goals. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Non, ben voilà, non, c'est une grosse saison. 9 passes D. Je les vois pas ici. Et c'est l'ancien Marseille, voilà, surtout. Assist, 9 passes. Donc c'est quand même... Il y a une stat qui est très importante, Il y a une stat qui est très importante qui montre son implication dans le jeu. C'est la stat au niveau des actions menant à un tir. Donc tout ce qui est dribble, passe, faute provoquée, amenant à un tir donc, de son équipe. Il est numéro 1 sur tous les 5 plus grands championnats. C'est quand même assez incroyable. Il fait le plus d'actions. Il fait le plus d'actions qui amènent à un tir de tous les milieux offensifs. Hein, voilà, toujours par rapport au poste aussi du joueur. Tous les milieux offensifs, ailiers, voilà, ce qui est considéré comme un ailier au milieu offensif. Ce qui est déjà une stat assez incroyable quand on a le souvenir du Rémi Cabella de l'OM, qui était un sous-joueur, mais là c'est un vrai joueur. J'ai lu une interview de lui, il disait qu'en fait il a énormément simplifié son jeu. Il est moins dans le gris-gris comme on l'a connu nous au Vélodrome, là, hein. Toujours à provoquer, des fois un peu pour rien. Et là il a énormément simplifié le jeu. Moi je l'ai vu là contre Monaco. Voilà, c'est un joueur qui joue à une 2 touches de balle, très peu de déchets, toujours à disposition entre deux joueurs. Donc voilà. Oui. Hop, t'as eu un petit bug à la fin, j'ai l'impression, de micro, mais bon, c'est pas grave, on a compris l'essentiel, t'inquiète pas. On va se poser on va basculer sur un joueur de l'OM, on va faire un petit focus dessus, c'est Mbemba, vous le voyez à l'écran. Mbemba qui a été remplaçant dernièrement, au profit de Leonardo Balerdi. On va se poser la question, pourquoi? Est-ce que c'est des raisons uniquement sportives? Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être que c'est des raisons contractuelles, on ne sait jamais, financières peut-être, pourquoi pas. Axel, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mbemba qui est en train de perdre son poste de titulaire, est-ce que c'est logique déjà? Est-ce que c'est normal pour toi? Je sais pas, il y a un mois, on se disait il y a un loup dans la bergerie, il y a quelque chose. Il y a un loup. Il y a un problème avec le contrat, la relation avec l'entraîneur, un problème physique aussi. On ne sait pas trop, et plus ça avance, plus j'ai l'impression que Tudor, lui, préfère mettre Balerdi, en fait, tout simplement. Il le trouve plus performant, il défend mieux. Je sais pas, moi, c'est pas forcément une équation financière, c'est plus sur le sportif, en fait. Je pense qu'il se sent plus rassuré avec Balerdi derrière. Et Gigot en def central avec Kolasinac. Son fils spirituel, comme tu l'appelles. Ben oui, c'est un peu son fils, hein, Balerdi. Et ces derniers temps, il est plutôt pas mal. Il a fait des boulettes à domicile. Mais là, quand même, à Lille, ça sera à l'extérieur. Donc, je pense qu'il va mettre Balerdi, qui mettra Mbemba sur le banc. Après, ça dépend de Gigot, si on va voir s'il est remis ou pas.
Mais non, pour moi, c'est vraiment sportif. Hein. Là, les choix de Tudor, à la fin de saison, comme ça, je pense vraiment que c'est sportif. Ouais. Il préfère Balerdi, il lui apporte plus de sécurité, et voilà, il préfère. Ok. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi. Hein. Pour moi, Tudor, je pense pas qu'il ait de considération financière avec Mbemba. Sinon, il aurait fait davantage jouer d'autres éléments dans la saison, style Gerson, par exemple, en début de saison. Simplement, moi, on le voit, ouais, comme toi, Mbemba, il est moins bon depuis quelques semaines, on peut pas le nier. Donc c'est normal qu'on le challenge un petit peu, qu'il fasse un tour sur le banc. Et au final, ça nous a plutôt réussi d'ailleurs, hein, puisque moi, ça m'étonnerait pas, voilà, que ça soit à nouveau le cas samedi soir, que Mbemba soit sur le banc, que Balerdi démarre le match. Balerdi, comme tu l'as dit très justement, il est bon à l'extérieur. Tudor, le profil du joueur lui plaît. Franchement, je le vois bien démarrer le match. Thomas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu es d'accord? C'est plutôt sportif ou tu penses qu'il y a autre chose avec Mbemba? Pour moi, il y a autre chose. Aïe, aïe, aïe. Ça sent le dossier, ça sent le dossier. Non, mais C'est pas... déjà, je pense que Mbemba, c'est un problème physique. Je le pense depuis le retour de la Coupe du Monde. Je vois pas le même joueur physiquement parlant, c'est-à-dire dans les courses, dans le repli défensif. Je me rappelle de Mbemba en début de saison qui faisait des sprints à haute intensité. Je ne le vois plus faire ce type de sprint-là, ou en tout cas autant dans un match. Donc pour moi, il y a un vrai problème physique par rapport à Mbemba. Ensuite, je pense qu'il y a quand même une considération financière, mais pas par rapport à lui, par rapport à Balerdi. C'est-à-dire que Balerdi, il y a quand même un objectif de vente avec ce joueur-là. Et je pense que c'est pas déconnant de penser que Longoria ait glissé un mot ou deux à Tudor en lui disant « Bon, j'ai rien dit par rapport à Gerson, j'ai rien dit par rapport à Guendouzi, et Balerdi, j'ai des clubs sur lui, j'ai reçu des offres cet hiver de 15 millions, il faut le faire jouer pour le mettre en valeur le plus possible. » Voilà. Donc je pense que ça existe, il ne faut pas qu'on soit totalement naïf par rapport à ça. Et puis ensuite, sportivement parlant, Mbemba, il est clairement moins bon, et pour preuve, alors c'est à notre niveau, mais malgré tout c'est quand même significatif. Je commence à regrouper, enfin j'ai regroupé d'ailleurs toutes les notes qu'on a données depuis le début de la saison. Je prépare en fait une émission pour la fin de saison où on va élire notre Olympien de l'année. Ouais. Et en fait j'ai commencé à sortir un peu les notes, les stats, etc. Clairement, il y a Mbemba en début de saison, et puis après les notes de Mbemba ont diminué depuis le retour de la Coupe du Monde. Donc voilà. Mais ce serait intéressant, on fera un peu cette analyse, un peu, on va dire, la courbe des notes des joueurs, et je pense que ça reflètera quand même la saison qu'ils ont faite. Hein. C'est très intéressant à voir. Bon, après, Mbemba reste très bien classé dans notre classement du meilleur olympien, mais voilà. Donc, c'est vrai que ça reste quand même pour moi un joueur très important, mais c'est pas déconnant de le mettre en concurrence plus que ce qu'on l'a fait en début de saison où il n'y avait aucune concurrence. Voilà. Ok, très bien. Romain, en quelques mots, toi tu es plutôt d'accord avec ce que vient de dire Thomas? Ouais, je pense qu'il y a cette dimension-là aussi financière, de mettre un peu plus en valeur Balerdi pour un futur transfert. Pour le valoriser, ouais, exactement. Et puis après, sur les 7 derniers matchs, il est 4 fois remplaçant. Aussi. Après, il y avait un peu cette tendance à l'extérieur, on mettait plus Balerdi, Mbemba à domicile. Au final, contre Angers, on voit que ça n'a pas été le cas, puisque Balerdi a joué et que Rongier a joué même à sa place. Donc voilà, écoute, c'est vrai qu'il y a un déclin par rapport à la deuxième partie de saison. Après, on a vu ce qu'il était capable. Du coup, moi, je suis quand même assez confiant pour la saison prochaine. Donc voilà, ça ne me dérange pas pour le moment de le mettre en concurrence pour Balerdi, si on peut faire partie de Balerdi pour une très belle offre pour la saison qui arrive. D'accord. Alors, c'est marrant parce que voilà, justement, Tim Malan nous dit, après Mbemba, je ne l'ai pas vu faire de match catastrophique, là où un Malinowski les enchaîne et reste titulaire. C'est parfait. J'allais répondre à Tim Malan sur le chat, mais je vais en profiter juste 2 secondes. Il y a quand même moins de choix devant que derrière. Hein. Oui. C'est pour ça que Malinowski joue aussi plus, je trouve. Voilà. C'est sûr. Avec les blessures d'Unai et d'Harit, c'est ça. Automatiquement, on est quand même plus limité devant parce que derrière, on a quand même 3, 4, voire 5 joueurs qui peuvent jouer en défense centrale.